Alors, je vais aujourd'hui aborder avec vous les difficultés techniques dans l'étude révolutionnaire de l'opus 10 numéro 12, dont je vous ai déjà donné les grandes lignes il y a 15 jours, je crois. Donc, on est en Do mineur. À un moment donné, dans la deuxième partie, lorsque le thème a été redit une deuxième fois, et qu'on a comme un thème à l'espagnol, moi j'appelle ça un thème à l'espagnol, etc. On va grâce à un chromatisme, je reviens quand même. Bon, j'espère que vous comprenez que les digressions que je fais lorsque j'essaie de vous partager comment j'ai pu vaincre des passages difficiles dans les heures, ces digressions sont utiles, à mon sens. Quand on travaille un matériau comme la musique, on est artisan. Et donc, si l'outil casse, s'il est usé, si on n'a pas le bon outil, on est vraiment stoppé dans la réalisation de ce qu'on veut faire, que ce soit dans la poterie, que ce soit dans la sculpture, que ce soit dans l'ébénisterie, la peinture murale, enfin, voilà, rien n'est acquis. Chaque essence de bois réagit différemment, chaque outil produit un tel effet, et donc il faut toute une vie pour maîtriser son art en tant qu'artisan. Et on a besoin de le comprendre. Bon, alors, l'Europe, si on prend l'Europe avant la Renaissance, la musique, sa base était modale, puisqu'en fait, toutes les traductions qu'on avait se basaient sur Aristote dans notre Europe, et donc on a traduit aussi les textes de Pythagore sur la musique et sur les modes, et puis on a essayé de sortir de ces modes après le chant grégorien à la Renaissance, grâce aux Italiens aussi. On a progressivement été vers d'abord une suppression de la multitude de modes qui existent à travers le monde et que l'Europe ne connaissait pas bien. L'Europe ne connaissait pas l'Extrême-Orient. Les rapports étaient mercantiles avec l'Extrême-Orient ou les autres parties du monde. Ils étaient mercantiles, ils n'étaient pas culturels. Donc, avant que nous ayons pu découvrir les modes de l'Asie, il fallait attendre le début du XXe siècle avec les gamelans dont Debussy sera tellement séduit qu'il mettra des modes pentatoniques dans ses morceaux. Mais avant ça, on a eu une compréhension de la musique différente grâce aux bohémiens, donc à la Tchécoslovaquie actuelle, grâce à Haydn, au prince Esterházy, en fait, qui était un grand mécène de la musique au XVIIIe siècle, et qui a engagé à son service Joseph Haydn. Et donc Haydn a déjà découvert des rythmes et des modes tziganes, bohémiennes. C'est quoi un tzigane? C'est quoi un rom? C'est en fait des nomades, en partie métissés, qui étant nomades ont chaque fois migré, et certains de ces nomades devenaient sédentaires, soit en Hongrie, soit dans les Balkans et en Pologne. Ils étaient mercantiles, ils vendaient de l'or, ils vendaient des tissus, des épices, mais aussi culturels, c'est-à-dire qu'ils faisaient le dressage des ours,
C'était un peu les ménestrels de l'Est, en fait. Et donc, lorsqu'ils traversaient un pays où ils s'y installaient, ils y arrivaient avec leur musique. Et leur musique était un métissage de la Perse antique et de la culture musicale hébraïque. Et donc, nous retrouvons des modes dans ces musiques que l'Europe ne nous a pas du tout enseigné, parce que l'Europe a préservé deux modes qu'elle a appelés majeur et mineur, joyeux et triste, solaire, lunaire. Point final. Et elle a mis la musique dans un corset de tonalité. C'est une grammaire, on n'avait pas intérêt à faire une faute au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Avec le romantisme, on redécouvre les peuples parce qu'on voyage et on redécouvre le folklore également parce qu'en voyageant, on s'installe dans des auberges et tout, et puis on entend des danses qu'on appelle folkloriques maintenant avec le recul, mais en fait qui étaient des danses primitives. Et quelqu'un comme Béla Bartók, par exemple, a passé sa vie à voyager avant qu'il parte aux États-Unis pour noter et enregistrer, donc en Hongrie à ce moment-là, la tradition orale culturelle qui se traduisait par les chants et les danses, et il a intégré ça dans son œuvre. Il est arrivé alors à jouer des œuvres que nous, on trouve barbares, atonales, donc privées de tonalité. Et maintenant, j'en reviens à Chopin. Chopin, quand il a composé ça, il ne connaissait pas encore Franz Liszt. Ils sont devenus quand même deux âmes sœurs, hein, Chopin et Franz Liszt. Ils se sont influencés l'un l'autre. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'à partir donc, du XVe siècle, que ce soit en Hongrie ou en Pologne, des tziganes, des Roms, des populations nomades se sont installées et sont devenues sédentaires. Donc, et Franz Liszt et Chopin ont entendu dans leur petit voyage qu'ils faisaient dans leur village près d'où ils habitaient, ils ont entendu des traditions musicales atonales, modales. Donc il ne faut pas confondre le mode mineur avec la musique modale. La musique modale est une musique qui est privée de tonalité, comme le chant grégorien, privée de tonalité. À la Renaissance italienne, on a donc structuré, comme toutes les langues d'Europe se sont structurées. La plus tardive, c'est le français, qui s'est structuré seulement sous Louis XIV au XVIIe siècle. L'italien, lui, avait un terreau latin qui était parlé jusque dans les traités politiques. Et donc, ce latin, comme les Italiens sont très vivants et très chantants, on va dire, est sorti de son côté antique de langue, a survécu dans l'italien, si on veut. Et l'italien était donc structuré avant les autres langues. Comme l'Italie avait des rapports avec l'Espagne, l'espagnol s'est structuré aussi, mais en intégrant l'importance de ce qu'on appelle la culture arabo-musulmane, puisque l'Espagne a été occupée quand même pendant 3 siècles, si je ne me trompe, ou un peu plus, par la dynastie omeyyade. Le français n'était pas du tout structuré, il y avait un patois en Occitanie, et puis la langue d'oc et la langue d'oïl, hein, elle s'est structurée seulement. Mais ils ont en commun, au niveau culturel, une tradition qui était les troubadours et les trouvères. Encore une fois, c'était un genre de nomadisme. Les troubadours ou les trouvères allaient de château en château, de village en village, avec aussi des ours et des instruments de musique portables.
soit des petits orgues, parce qu'il existait des tout petits orgues, soit un rebec, l'ancêtre du violon, ou alors un oud. Il y avait aussi des instruments avant. Et donc, si on fait le parallèle de toute cette mouvance de culture, si on prend l'Ouest à l'Espagne, qui était à ce moment-là un mix de culture arabo-musulmane, mais également séfarade, parce qu'il y avait énormément d'habitants, je vais dire le nom de la religion, donc juive en Espagne. Le français avait très peu de culture musicale avant d'avoir été influencé par les troubadours, sauf les bardes de la période celtique, des Gaulois donc, qui ont été romanisés et puis à qui on a imposé la foi catholique. Et donc, ils étaient influencés, eux, beaucoup plus par la pensée grecque. Parce qu'à ce moment-là, les moines se basaient sur les traductions grecques. Et donc, un certain côté terre-à-terre matérialiste de la vie. Il manquait de sens abstrait. Et comme ils sont rentrés très tôt en guerre avec ce qu'ils appelaient les Sarrasins, avec les croisades, etc., qui a le summum de la transcendance, de la poésie et de l'adoration à un Dieu unique, ils ont été privés de poésie. La France, la Belgique, n'en parlons pas, elle n'existait pas, mais elle a eu la chance d'avoir été influencée par la cour de Bourgogne, qui, elle, était très cultivée, et donc aussi par la cour d'Espagne. Et donc elle a une architecture qui demeure encore dans ses murs en Belgique, et elle a été à la pointe entre le côté médiéval de la musique et la Renaissance grâce aux primitifs flamands, Josquin des Prés, par exemple. Alors, tout ça pour revenir, ça vous comprenez les mouvances qui se sont passées. Et, en parlant de la Belgique qui était rattachée à ce moment-là aux Pays-Bas espagnols, bon, il y avait l'école de peinture des primitifs flamands. Donc tous les musiciens de l'école flamande et les peintres primitifs de l'école flamande descendaient en Italie. Et l'Italie était en lien avec l'Espagne. Et donc, à ce moment-là, tout le monde revenait dans ses bagages au niveau musicien avec des œuvres italiennes. Et ça, c'est parti en Allemagne. Donc, lorsque Luther, qui était musicien, a réformé le culte catholique, il a voulu qu'on traduise la Bible dans la langue vernaculaire. Il était musicien, il a mis la musique à l'honneur dans le culte réformé. Ce que Calvin a supprimé, il faut savoir ça aussi. Et donc, c'est l'Italie qui a influencé Bach. Hein, quand Pergolèse, par exemple, qui a fait son Stabat Mater, ben Bach, c'est copie conforme de son Stabat Mater, il ne se cachait pas. À l'époque, ce n'était pas un drame de copier des musiciens qu'on admirait éperdument. Maintenant, on n'a même plus le droit de mettre une vidéo de quelqu'un qu'on admire, on nous la bloque. Ça n'était pas la conception de l'époque. Alors, si on part plus vers l'est de l'Europe, il y avait un tas de petits États qui étaient rattachés à l'Empire saint germanique. Et donc, il y avait aussi connaissance d'une poésie musicale et qui grâce à la Réforme, ont commencé à traduire l'Ancien Testament dans une langue accessible à tout le monde. Et là, on s'est mis à redécouvrir l'énorme poésie qu'il y avait dans l'Ancien Testament et la vie des prophètes.
Je viens de publier une petite vidéo sur la vie de Job, dont l'illustration a été faite par Marc Chaquel. Ce texte est d'une beauté, comme les cantiques des cantiques, c'est la poésie pure de l'univers. Voilà. La foi, c'est ça. La foi, c'est ça, c'est être émerveillé, et puis cet émerveillement mène à l'amour, et puis mène à la foi en quelque chose qui nous dépasse, ne fût-ce qu'en beauté, ça nous dépasse en beauté. Et les artistes, alors, ne savaient pas exprimer autrement cet émerveillement et cette foi qu'en essayant avec leurs mains de leur produire, soit dans l'orfèvrerie, soit dans les sculptures, soit dans la peinture, soit en musique, et puis progressivement en littérature. Mais qu'a fait l'Europe alors avec son côté intellectuel et obligée de tout comprendre et de faire abstraction de la science? Parce que si on retrouve la description de l'univers dans l'Ancien Testament, puis dans le Coran, où la science est omniprésente à chaque phrase, parce que la foi est née de l'observation des étoiles, des planètes, du ciel, de l'eau, de la beauté du sable, de la chaleur, du froid, voilà. Et donc, l'Église de la papauté qui dirigeait et l'Est et l'Ouest de l'Europe a mis très longtemps à accepter cette vision scientifique de l'univers. Et donc ils ont voulu tout mettre dans l'obéissance à un dogme où d'abord la Terre était plate et ceux qui prétendaient qu'elle était ronde, eh bien ils se faisaient brûler vifs. Ça a fait des dégâts. Alors on n'a plus admis aucune tradition orale, on n'a plus admis quelqu'un qui savait être heureux rien que en écrivant une poésie sur les merveilles du monde, tout devenait hérétique. L'Inquisition espagnole, enfin bon, vous connaissez tout ça. Et dans cet hérétisme, l'oralité a été perdue pour l'écrit. Parce que ceux qui avaient une tradition orale, et ceux qui détenaient un savoir depuis plus de 1000 ans, qui se transmettait de génération en génération. Bien souvent, les gens étaient analphabètes, et donc le seul testament qu'ils pouvaient laisser à leurs enfants était de leur transmettre ce qu'ils savaient du passé. Et ils ont transmis une généalogie, mais ils ont aussi transmis une vérité de foi. Et donc tout ça a été supprimé et a été remplacé à la découverte de l'imprimerie par l'écrit. Et l'écrit a pris de plus en plus de place au fil du temps et a tout régimenté dans des obligations à être académiques et à respecter les règles qu'on avait mises pour museler le côté un peu plus primitif et de l'oralité des peuples. Et donc, des personnes comme Franz Liszt, et là je reviens à mon point de départ, j'espère que vous vous souvenez de ce que je vous dis au point de départ, c'est que Chopin a écrit l'œuvre en do mineur, et qu'à un moment donné, là où on n'y comprend plus rien, c'est quand il passe au dièse avec des doubles dièses, et que c'est précédé d'un chromatisme. Pourquoi? Parce qu'il va jouer alors dans un autre modal qu'on appelle le mode phrygien, le mode cigane, que Liszt va reprendre dans sa sonate. Et pourquoi Liszt est la preuve que lorsqu'on tombe dans un morceau qui est écrit en do mineur, sans qu'on change l'armure, sans qu'on supprime des dièses et des bémols, et que brutalement on voit apparaître des dièses, c'est qu'on rentre dans le mode oriental, le mode cigane, pour créer un clair-obscur, parce que ce qui est apporté par ce mode, qui a des différences
il n'y a pas que des tons et des demi-tons, il y a des intervalles de tons et demi. Donc vous avez un demi-ton au départ, un ton entier, et puis vous sautez à un ton et demi. Et ce mode phrygien, ce mode oriental, vient du Mag Abbot, une gamme à 8 tons qui est hébraïque, qui est juive. Et donc, je vous mettrai les références en dessous de la vidéo pour que vous puissiez imprimer le dossier où tous les modes sont expliqués. Et donc, c'est 2 fois des tétracordes. Je fais encore une toute petite parenthèse. J'espère que vous ne fumez pas et que vous n'avez pas besoin d'un café pour calmer vos nerfs quand je me lance dans des explications. C'est une gamme donc de 8 tons, sons, partagés en deux tétracordes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis on recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, cette gamme que j'ai faite dans c'est ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a difficile comme ça? Parce qu'on ignore que c'est une rupture de la tonalité pour tomber dans du modal. Et ici, un modal spécifique qu'on appelle le mode tzigane ou le mode oriental, mais qui en fait vient d'une gamme typiquement juive qui a un ton de plus que nos gammes à 7 tons, à 7 sons, et qui est déformé dans ses intervalles. Tandis que dans les 2 modes que l'Europe a muselés, nous n'avons pas des tons et demi dans aucune gamme. Nous avons des tons et des tons et des demi-tons, mais pas des tons et demi. Et donc, voilà. Donc, quand vous tombez là, vous avez l'explication de ça. Et maintenant, je reviens au petit chromatisme avant, qui permet de casser les tonalités obligées que nous connaissons en Europe. C'est parce que Liszt, donc Wagner, a épousé Cosima, qui était la fille de Franz Liszt. Mais ils étaient très amis, Franz Liszt et Wagner. Et en plus, ils ont été vivre à Weimar. Weimar, c'est une ville avec une bibliothèque du duc de Saxe, donc Saxe-Weimar. Mais c'est surtout une ville qui a gardé les partitions de Jean-Sébastien Bach grâce aux élèves qui ont pris la succession de Jean-Sébastien Bach quand il est parti chez le prince de Köthen. Et puis après, il a abouti à Leipzig. Mais donc, Franz Liszt, avec sa issue de la Hongrie, donc très imprégné des rythmes de tradition orale, donc je vous ai détaillé les étapes, a séduit Wagner par ses chromatismes. Et donc Wagner a employé des chromatismes, mais dans un autre dessin. C'était déjà l'influence, donc l'Allemagne, avant la naissance de la Prusse, faisait partie de l'Empire germanique, Saint-Germanique, mais la liberté de religion, entre guillemets, était autorisée, et donc il y avait tous des petits duchés ou des principautés où la religion du prince était la religion du peuple. Donc c'était une mosaïque, tout le monde n'obéissait pas à l'empereur austro-hongrois de l'époque. Vous voyez bien l'importance des 2 pays qui sont dans le terme de l'empire austro-hongrois, la Hongrie, donc l'oralité de la musique. Et alors la Bohème, qui après est rentrée dans la Prusse, et le mot tzigane. Voilà. Et donc,
Wagner s'est emparé de ce chromatisme pour casser la tonalité dans ses œuvres, mais aussi pour, et là il y a un anachronisme flagrant, pour chanter une nouvelle nation, parce que la Prusse devenait de plus en plus puissante par ses annexions, la nation allemande. Et donc là, ils ont... Qu'est-ce que Wagner a fait pour rentrer dans le schéma de courtiser le roi de Prusse, on va dire. Il est allé sortir, non pas l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, qui était véhiculé par les gitans, les tziganes, ils étaient souvent catholiques, ou Klezmer, de la fameuse gamme à 2 tétracortes de la tradition ibrahimique. Lui, il est allé chercher, c'est un peu la Renaissance allemande, on va dire, comme les Italiens ont été rechercher la mythologie grecque pour fêter les arts. Wagner est allé chercher les mythologies scandinaves. Et les mythologies scandinaves avaient plusieurs dieux, donc c'était des polythéistes. Et donc, il a descendu ça sur sa musique. Et pour descendre ça à cette époque-là dans sa musique, il a utilisé le chromatisme. Et la musique, progressivement, est devenue atonale. Quelqu'un qui adore Mozart, il ne va pas savoir écouter du Wagner parce qu'il est privé de la tonalité. Et puis après, la musique va être atonale et devenir sérielle, et sauf dans les variétés où on a gardé le code de tonalité. Et donc, unir une musique atonale qui au départ est née d'une foi, d'un amour de l'univers, et d'une foi, qu'elle soit hébraïque ou arabe ou catholique ou orthodoxe, il a attaché à la tonalité, donc au monde modal, une foi polythéiste scandinave, guerrière. Donc ça, c'est vers la fin du 19e siècle. Et donc, je vous engage à essayer de trouver des documents, des documentations à ce sujet. Et c'est devenu un culte, la musique wagnérienne, qui a été repris par l'hitlérisme. C'est à ce moment-là, Darwin a fait son petit chemin en Angleterre avec une idéologie, au moment donné où tous les pays avaient des colonies et développaient le trafic de l'opium en Europe. À ce moment-là, pour asservir encore plus les peuples aux yeux bruns, aux yeux noirs, jusqu'à les supprimer. Hitler a assassiné énormément de tziganes et de gitans. On a remplacé l'admiration intuitive qu'on avait pour les peuples du Sud et les peuples nomades par une haine, et on a commencé à prôner à ce moment-là l'homme supérieur aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Et donc ça a été le premier stade d'une inversion totale, donc 1900 ans après la naissance du Christ. C'était aux abords du XXe siècle, l'inversion totale de notre regard vers le passé, vers l'Antiquité, vers le Dieu unique, pour admirer une certaine force guerrière barbare et y mettre une idéologie raciale de la culture supérieure, de la race blanche, sur ce qu'ils appellent la race noire. Et au sein même de chaque religion, ça a gangréné le sein même de chaque religion, surtout dans la religion hébraïque, où on avait d'un côté
la supériorité intellectuelle des Ashkénazes, blonds aux yeux bleus de l'Est, avec la culture musicale, la culture du voyage, des séfarades au Maghreb. Est-ce que nous vivons comme drame à l'heure actuelle? Sur la terre de Cham, c'est ça. Et c'est parti d'une erreur de compréhension du modal, de la musique modale, par Wagner. Ah, voilà. Je termine ma progression. Alors, maintenant, je vous donne quand même un conseil pour vaincre cette difficulté. Donc, première chose, amusez-vous bien à faire ça. Et ça, c'est Do. C'est Do double dièse. Ça, c'est Fa double dièse. La dièse, Si, Ré. Ça, c'est Do. Parce que c'est un Do double dièse. Voilà. Vous jouez ça avec une gamme de 2 tétracordes. Ça fait 8 sons avant de rebondir sur la première fondamentale. Quand vous avez fait ça, eh bien, vous partagez vos groupes par 4 parce que nous avons une croche qui vaut 2 doubles croches ici, et puis nous avons 2 doubles croches ici. Vous ne devez pas tenir compte de cette séparation graphique. Donc, on est dans un 4 temps. Vous devez prendre votre petite phrase à partir de la gamme, et ici, vous allez par 4, 1, 2, 3, 4, et puis vous prenez le demi-ton avant la tierce. Et vous prenez alors